je suis née en région parisienne, toute seule, parce que les sages-femmes ne croyaient pas ma maman quand elle leur disait que bébé était en train d'arriver. Donc ma maman a accouché toute seule dans la salle de naissance, comme ça, voilà, sur la table d'accouchement. Donc quand les sages-femmes sont revenues, j'étais là. À l'époque, les mamans n'étaient pas du tout invitées à attraper leur bébé et du coup ma maman elle attendait qu'on fasse. Donc je suis née en 79. Donc elle attendait qu'on fasse. Donc quand je suis sortie, elle n'a pas eu le réflexe ou pu avoir le réflexe. Enfin voilà. En tout cas voilà, les sages-femmes m'ont récupérée comme ça sur la table d'accouchement. Et ensuite, j'ai subi une maltraitance à la maternité, c'est-à-dire que c'était l'époque où tous les bébés étaient mis en pouponnière. Et moi, j'étais à plutôt petit gabarit, donc ma maman m'allaitait. Et en fait, la première nuit, on m'a retirée pour me mettre à la pouponnière, parce que c'était la norme. Et en fait, les bébés n'étaient pas ramenés pendant la nuit pour les téter. Donc j'avais ma maman d'un côté qui m'entendait pleurer, et moi de l'autre côté qui réclamait désespérément le sein. Et en fait, pour X ou Y raison, en tout cas, personne ne s'est préoccupé de moi. Et donc le matin, on m'a retrouvée déshydratée. Donc je suis partie en soins intensifs pendant 10 jours, le temps de me reprendre, voilà, de me remettre dans le truc. Voilà. Ça, c'est l'histoire de ma naissance. Quand j'ai grandi, à l'âge de 3 ans, j'ai commencé à dire que plus tard, j'allais faire naître les bébés. Quand j'ai eu 5 ans, j'ai découvert que ce que je disais depuis toujours, c'était que je voulais être sage-femme. Donc à 5 ans, j'ai su que ce que je voulais faire, c'était sage-femme, celle qui aide, qui est là pour la naissance, en tout cas comme je le voyais. Quand j'ai eu 14 ans, j'ai découvert Jacqueline Avillonnière dans un reportage, et donc qui était montrée parcourant la campagne avec sa petite voiture, allant de maison en maison, de femme en femme, accompagner les naissances, suivre ces femmes avant la naissance, après la naissance. Et là, je me suis dit, ah voilà, c'est ça que je veux faire. C'est cette sage-femme-là, comme ça, que je veux être. Donc voilà, j'ai continué à grandir. Ça m'a fait le moteur pour tenir bon ma scolarité, me dire, bon, j'ai un objectif, il faut que je tienne bon. Je suis arrivée à l'école de sage-femme. Bon, douche froide, école de sage-femme, c'était à 10 000 lieues de ce que j'imaginais de l'enseignement que j'allais recevoir. Et donc j'ai patienté, j'ai fait mon école et je me suis dit, bon, c'est pas grave, quand je vais sortir, je serai une bonne technicienne. Et après, j'apprendrai à être une vraie sage-femme. Voilà, ça s'est passé comme ça. Donc je suis sortie de l'école. J'ai commencé à travailler dans une maternité. Et en fait, j'ai attendu mon premier bébé pendant cette maternité, qui était une maternité dans laquelle, pour moi, tout se passait bien. En tout cas, il y avait une bonne entente. C'était une maternité pas trop grosse, on avait le temps de s'occuper des femmes. Enfin, moi, en tout cas, j'y étais très bien en tant que sage-femme. Et puis, au cours de ma grossesse, j'avais toujours cette idée d'accouchement à domicile. Je savais que je voulais faire ça. Et puis au cours de ma grossesse, mon mari m'avait dit « Oh, pour un premier, je préfère pas ». Et j'avais tout de suite capitulé. Je lui avais dit « Oh ouais, peut-être, t'as raison ». Parce que j'étais pas si mal dans la maternité. C'était sympa. Je me disais « Bah oui, accoucher avec mes collègues, très bien ». Enfin, je savais que j'allais être coucounée, que ça allait être... Et puis vers 5 mois de grossesse, je voyais en fait le spectre des salles d'accouchement arriver, qui était grise et blanche, qui était très froide. Et en fait, plus ça allait et plus je ne m'imaginais pas en fait accoucher là-bas. Et donc j'ai contacté une sage-femme libérale. Et puis à 5 mois de grossesse, j'ai changé de voie. C'est-à-dire j'ai dit non, en fait, je vais faire mon bébé chez moi, quoi. Et donc cette sage-femme a accepté de me suivre. Et donc j'ai pu avoir mon premier bébé à la maison. Et je remercie vraiment cette sage-femme qui a été dans la juste présence. C'est-à-dire que j'ai fait mon travail tranquillement toute la journée, enfin tout l'après-midi. Et j'ai pu rester en permanence avec moi-même. Et à aucun moment, elle ne m'a dit de faire quoi que ce soit. Et du coup, voilà, ce qui rejoint tout notre enseignement là d'aujourd'hui. Ne rien faire, ne rien dire, ne pas perturber le processus. Et en fait, mon bébé est né vraiment entre mon mari et moi. C'est-à-dire qu'elle est née, il était devant moi, il l'a attrapé, il me l'a donné contre moi. Et voilà. Je l'ai mise au sein. Et voilà. Donc ça, c'était ma première naissance. Puis quand je suis retournée à la maternité, j'ai senti
un décalage, une espèce de... J'ai senti que j'étais moins la bienvenue qu'avant dans la maternité. Et j'ai senti que ça avait un petit peu bousculé l'équipe, que je ne sois pas allée accoucher avec eux. Et à partir de là, ça a commencé à se dégrader pour moi au niveau de l'hôpital où je travaillais. Et puis dans le même temps, se sont mis en place beaucoup de protocoles. C'est devenu beaucoup plus interventionniste. On a eu beaucoup moins de marge de manœuvre avec beaucoup plus de trucs administratifs à gérer. Enfin, toutes ces histoires de réduction de budget, de réduction de personnel, ça fait que sur nous, on se sont mis à peser des choses qu'avant on ne gérait pas. Donc l'un dans l'autre, c'est devenu de plus en plus difficile d'accompagner les femmes avec justesse. Et puis j'ai eu ma deuxième fille qui est née comme sa façon d'être, poussez-vous de là, j'arrive. Donc elle est née avant l'arrivée de la sage-femme. Donc j'avais une amie sage-femme qui est quand même arrivée juste au dernier moment. Et puis la sage-femme est arrivée vraiment après parce que j'étais bien et que je me rendais même pas compte que j'étais au bout du travail. Je disais à mon mari, non mais l'appelle pas, c'est que le début, la réveille pas, laisse-la tranquille. Et puis finalement, j'ai dit ça 3/4 d'heure avant la naissance. Et donc lui, il a appelé quand même parce que lui, il voyait bien qu'il se passait des choses. Et donc ma deuxième est née comme ça, je dis en rigolant, entre le poêle et les casseroles. Parce que j'ai pas eu le temps de faire grand chose de plus. J'ai même pas réussi à monter sur le matelas, tellement c'est allé vite. Mais c'était très bien. Et encore une fois, c'est un processus dans lequel personne n'a rien dit, personne n'est intervenu, personne ne m'a dit à aucun moment ce que je devais faire. Et ça, je trouve que c'est un super cadeau d'avoir laissé mes enfants se mettre au monde et de m'avoir laissé les mettre au monde et sans que personne n'ait rien dit, quoi. Donc ensuite, les relations avec la maternité se sont encore un peu plus dégradées. Je devenais vraiment une espèce de bête d'ennemi des protocoles. Enfin voilà, je devenais un peu comme ça parce que je refusais d'appliquer bêtement les protocoles. Puis un jour, j'ai une de mes cadres qui m'a dit « Mais on te demande pas de réfléchir en fait, on te demande d'appliquer les protocoles. » Et là, j'ai dit « Bon, je crois que c'est le moment de tirer ma révérence. » De partir de là. Et donc quand elle m'a dit ça, le lendemain je me suis trouvé un local et j'ai organisé mon départ en libéral. Et puis 6 mois après, j'étais en libéral, quoi. Et je me suis dit, je vais aller réfléchir en fait ailleurs, puisque je peux pas réfléchir ici, je vais aller réfléchir ailleurs. Donc je suis partie en libéral pour accompagner la naissance à domicile. Donc j'ai été compagnonnée par la sage-femme qui m'avait accompagnée pour les bébés. Et puis j'ai eu un 3e enfant pendant que j'étais déjà libérale. Et encore une fois, non perturbée, j'ai pu j'ai pu laisser aller tout et personne ne m'a dit à aucun moment quoi faire. Donc c'était encore un cadeau, quoi, de cette sage-femme, d'être là mais de ne rien dire et de ne rien faire. Donc un 3e petit merveilleux bébé. Et puis, il y a plusieurs années qui se sont passées et j'ai eu un 4e enfant où là, c'était pas tout à fait la même histoire parce que c'était un bébé qui n'était désiré que par moi. Il y avait que moi qui sentais que ce bébé devait arriver dans la famille et qui désirait le laisser entrer dans la famille. Et donc, j'ai vécu une grossesse extrêmement solitaire. Donc, j'ai pas du tout eu de nurturing, ni de quoi que ce soit, ni de suivi. Puisque même la sage-femme habituelle, on n'arrivait pas à se retrouver. C'est-à-dire que j'arrivais pas à avoir de rendez-vous, elle oubliait les rendez-vous. Enfin, il y a eu un truc, on s'est pas retrouvés. Donc j'ai eu un moment où j'ai dit, c'est pas grave, doit être que je vais accoucher seule. Et c'était ok pour moi. Et puis à la toute fin, mon mari m'a dit, quand même, ça m'embête que tu accouches seule. Et c'est la seule naissance pour laquelle je me suis faite voler, entre guillemets, une part en fait de ce que je devais vivre. C'est-à-dire qu'au fond de moi, je savais que je devais vivre cet accouchement seul. Et tous les éléments, et tout était aligné dans ce sens. Toutes les choses se passaient dans le sens où effectivement je devais suivre ma grossesse seule, ce que j'ai fait, enfin seule, pratiquement seule, en tout cas manager tout seul, et faire mon accouchement seul.
Et la seule chose qu'il m'a demandé, c'était quand même de faire appel à une sage-femme. Donc j'ai quand même fait appel à une sage-femme que j'apprécie énormément. Hein, et il se trouve que cette sage-femme, ce jour-là, elle était extrêmement malade. Et donc il s'est trouvé qu'elle est venue quand même, mais HS. Et elle ne connaissait pas ma façon d'accoucher. Et je vais dire à mon mari, ok, tu fais gaffe, je veux que personne ne me parle, que personne ne me masque, que personne ne me fasse de propositions, que personne ne me dise que c'est bien ce que je fais ou je ne sais quelle parole. Je veux que personne ne me parle. C'est moi qui vais chercher. Et en général, la seule personne que je vais chercher à un moment donné, c'est l'épaule de mon mari. Enfin, c'est mon mari et ses épaules. Et je me rappelle d'une chose, c'est que pendant que j'étais vraiment à la toute fin, et je savais très bien où j'en étais parce qu'on sait où on en est parfaitement. Je savais très bien, et je pense encore plus pour cette naissance que pour les autres. Sans doute parce que j'étais préparée à être seule et à vraiment être seule avec moi-même et mon bébé. Je savais à tout moment qu'il allait bien, donc j'ai toujours refusé qu'on écoute son cœur parce que je savais que c'était inutile et qu'il allait bien. Je savais parfaitement qu'il allait bien, je savais parfaitement où j'en étais dans mon travail, je savais parfaitement à quel moment j'allais devoir me mettre par terre, plus au sol, pour le mettre au monde. Donc à un moment donné, j'étais encore debout contre mon mari, voilà, dans mon truc. Et à un moment donné, la sage-femme m'a dit, je chantais, moi quand j'accouche, je fais des sons, je chante très grave. Et à un moment donné, elle m'a dit, ah, il pousse là. Et ça m'a... Et j'ai dit non. Et puis ça m'a un peu... j'ai dit mais enfin, non, il pousse pas. Et je me suis dit c'était saugrenu de me dire ça. J'ai eu le temps de penser n'importe quoi. Et puis zut, je voulais pas qu'on me parle. Et puis à un moment donné où j'ai senti, après une contraction, je dis bon là il faut que j'aille par terre. Je me suis mise au sol. La contraction après, la poche a rompu. Et le bébé a commencé à arriver et puis à nouveau la sage-femme, ne sachant pas que je demande qu'on ne me parle pas, a voulu me dire quelque chose et j'ai juste entendu mon mari faire comme ça pour lui dire chut. Donc là après plus un mot et puis j'ai pu finir de le mettre au monde, voilà. Et je suis très contente qu'elle soit venue parce que c'est une personne que j'aime énormément et j'étais vraiment heureuse de partager ce moment avec elle. Et à la fois, j'ai l'impression que c'était en fait la volonté de mon mari et que sa volonté à lui, pour moi, n'avait pas de place là-dedans. C'est un petit truc que je trouve que, voilà, dans ma vie de femme, je me dis, j'aurais dû le vivre moi seule, quoi. Sans sage-femme, sans... voilà, bon, mais c'était quand même une merveilleuse naissance, faut pas... Voilà. En tant que sage-femme, en fait, pour moi, tout est intrié. C'est-à-dire que je suis tombée dedans quand j'étais petite et je fais pas tellement de différence entre la mère et la sage-femme. Et pour moi, c'est deux composantes de ma vie qui sont complètement... c'est pas un travail que je fais quand je suis sage-femme, c'est pas réellement un métier. C'est quelque chose que je fais dans cette vie et je sais que j'ai été appelée à ça. Je sais même pas... voilà, quand j'avais 3 ans, je sais pas d'où ça m'est venu en fait, en vrai. Donc c'est pour ça que je dis je suis tombée dedans, j'ai toujours su que je voulais faire ça, j'ai jamais eu une autre idée en tête, j'ai jamais eu d'autres moments où j'ai pensé autrement. Et du coup c'est vrai que ma vie de femme et ma vie de sage-femme sont extrêmement liées et je me vois plus comme une femme de la communauté qui peut proposer ça aux femmes de les accompagner, d'être là pour elles, pour ce moment-là. Et voilà, alors il se trouve qu'il faut gagner sa vie avec et que je suis conventionnée avec la Sécu et du coup la Sécu me paye pour ça. Mais je pourrais tout aussi bien être dans une communauté ailleurs dans le monde et le faire parce que c'est dans ma communauté et je le fais et c'est bien comme ça. C'est une énorme disponibilité, on est bien d'accord, hein, ça implique toute ma famille. Ça veut dire qu'il y a des fois ils partent en week-end et moi je pars pas parce que je sais que j'ai une maman qui va accoucher et que quand même je me suis pas engagée, j'ai rien promis aux femmes, mais quand même ça m'embête un peu de partir quand je sais que j'ai une maman qui va accoucher, donc je vais préférer rester. Mais c'est pas leur demande. Les femmes, elles savent au départ que j'ai une vie et que des fois, je peux ne pas être là et que je peux être malade et que je peux avoir un enfant qui est malade. Enfin, que du coup, pour X raisons, ça se trouve, je ne serai pas là. Donc, leur accouchement ne dépend pas de moi. Et d'ailleurs, je ne voudrais surtout pas que la réussite de leur accouchement dépende de moi. Et ce que j'espère, c'est leur donner suffisamment d'autonomie pour que, où que soit leur accouchement, eh ça soit quand même la joie et une belle naissance. Donc moi en tant que sage-femme, pour moi voilà, c'est... Je sais pas si je suis encore vraiment très sage pour l'instant.
j'ai pas encore assez de cheveux blancs. Mais en tout cas, j'essaye d'aller vers la sagesse et de faire de mon mieux. Et puis de temps en temps, je présente mes excuses à certains parents quand j'estime que j'ai pas été à la hauteur. Ça m'arrive de leur dire, écoute, je pense que je te dois des excuses pour ça. Donc ça peut m'arriver. Je demande souvent pardon à toutes les femmes que j'ai laissées être maltraitées, dont j'ai été témoin en maternité de maltraitance et où j'ai pas osé l'ouvrir. Donc régulièrement dans mes souhaits, je leur adresse un pardon. Je peux pas les rappeler une par une, j'ai même plus leur nom ni rien, mais voilà, ça m'arrive quand même régulièrement de demander pardon à des femmes et à des bébés pour qui vraiment il s'est passé des choses moches en maternité, dont j'ai été témoin et pour lesquelles j'ai pas osé l'ouvrir. Voilà, bon,